Le caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. Prisonnier dans un stalag de la banlieue berlinoise, le caporal tente pour la 3e fois de s'évader. 2 camarades l'accompagnent, le breton Kerfaou et le parisien Biron. Pour franchir l'enceinte du camp, c'est le caporal qui attaque les barbelés à coups de pince. Non. Décidément, ma pince démultipliée, c'est quand même pas l'outil que je croyais. Il faut y revenir et en mordre et tordre et mâcher le fer. Et pas moyen d'y aller à 2 mains. La main gauche, faut qu'elle tire sur le fil pour amortir le déclic. Si on laisse péter la coupure, ça y est, toute l'épinette barbelée se met en branle. Cette fois, ça sera le minimum. 6 coupures. Une chatière. Voilà, c'est fait. Plat-ventre, rase-motte pour traverser le couloir, et j'attaque le 2e panneau. Très malsain, la station dans le couloir, le point critique de l'opération. Tiens, j'ai un pouls qui me chatouille sous le bras. C'est inconscient, ces bestiaux-là, c'est pas croyable. Encore 2 coupures et ça ira. Devant moi, à 4 mètres, une tranchée abri, le salut enfin. Enfin, le salut, provisoire. 4 mètres encore à serrer les fesses. Aplati sur le sol gelé, confiance au kaki couleur de terre. Une motte de glaise s'allonge vers le trou. Là, ça y est, j'y suis. Demi-tour pour accueillir la suite. Eda, c'est Kerfaou qui vient d'atterrir comme un canard dérapant. Et... ça, c'est Biron, qui nous dégouline et s'affale comme une bouse. Eh ben, mon vieux... Oh, pour la prudence, tu nous la copieras, toi. Tu te croyais bien camouflé par la baraque, peut-être, hein? Bah, t'as travaillé tout le temps à découvert. On peut dire qu'on a eu le pot. Oh, alors. Oh, pour du pot. Pot sur pot. Une vraie garniture de cuisine. Bon, dis, ça va, filons. Après ces coups de veine en série, tout paraît facile maintenant, et nous trottons allègrement jusqu'au bout de la tranchée sinueuse, dernière base de départ au pied de la dernière ligne de barbelés. Discrètement, nous émergeons la tête, nous posons un œil en surface, comme les poules d'eau. Derrière nous, le camp paraît déjà très loin, tout engourdi dans une froide grisaille. Rien de suspect, enchaînons. Comme prévu, c'est ici que nous opérons notre métamorphose. L'envers à l'endroit et l'endroit à l'envers. Kaki dessous et civil dessus. Biron est déjà en pan de chemise, il en profite pour se gratter un bon coup, et Kerfaou enfile son bleu par-dessus le kaki. On ne laisse dans un coin de tranchée que les capotes avec les calots par-dessus. Ça fait coquet, soigneux, un peu funèbre. Et à nous, les casquettes. Le coup de pouce pour ajuster la visière et au travail à la brèche. Eh ben, pour le dernier réseau, ils m'ont fait une gâterie. La qualité anti-char. Il faudra un chalumeau pour couper ça. Non de... Oh, merde. Je m'excuse, mais ça aide. T'énerve pas, tu vas casser ta pince. Prends-les en douceur. C'est peut-être des barbelés de la ligne Maginot. Les engueule pas trop. Voilà, ça vient, j'ai trouvé le coup. Attention, et allez donc. Envoyez la musique. Plus besoin d'amortir la sonnette, maintenant c'est le diapason, messieurs, pour accorder nos 3 cœurs battants. Et pincez la guitare, je donne le la, messieurs, pour la romance des filles de l'air. Finale sur la dominante. L'épinette barbelée a acheté sa dernière corde pour l'allegro des philochards. Gros point d'orgue irisé décoché dans l'espace et voguant vers Paris pour éclater gentiment sur la toile cirée familiale en murmurant son message. Le zigoto est en route. Faites marcher un couvert. Bien. Et maintenant ouvrons la trappe. Là. Les fils bien rabattus, pas de bobo, les ronces crochées dans le haut. Qu'on ait un peu ses aises pour le dernier, quoi. Là. Par ici, la sortie. Et voilà. Tous les 3, nous nous dressons enfin dehors. Avec précaution.
À cause de l'oxygène. Hein? Comme ça, brusquement, l'air libre, ça suffoque. Ça étourdit un peu avec un effet hilarant et silencieux qui vous dilate les boyaux. Allez, tirons-nous. On se marrera tranquillement tout à l'heure. Nous faisons dans la lande pelée un petit groupe sombre qui n'a pas intérêt à s'attarder. Très loin de nous, des corbeaux s'envolent, la preuve que nous troublons un peu le décor. Notre pas s'allonge, mais pas trop. On ose à peine tourner la tête vers le camp, juste un petit regard en coin. N'empêche qu'à partir de maintenant, nous marchons en terrain conquis. Et nos poitrines se gonflent d'une joie légère, si légère que nos godillots rasent les mottes. Faudrait peut-être pas aller si vite quand même, hein. Aucune raison de foutre le camp comme des péteux. T'inquiète pas, va. La campagne est à nous et les chemins sont à tout le monde. T'as raison, tiens. Mais écoute ça. L'Orphéon qui vient nous faire une conduite. Ces champs passaient sur la route où nous allions déboucher, mais la coïncidence n'était pas alarmante, à peine malicieuse. Ils faisaient leur boulot de soldats glorieux harnachés jusqu'au menton et nous faisions notre travail de soldats malchanceux, les mains dans les poches. Oh, dis donc. Et puis des SS encore. Une section. 40 mordus à nous bigler. Alors, on peut dire qu'on aura eu un public. Rien du tout, mais qu'est-ce que tu te figures? On est des pouilleux de civils. On n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de pas les voir ou on les regarde passer, les pauvres types? Inutile de les narguer, va. N'abuse pas de la situation. Bon, allons-y, colonne par 3, silence dans les rangs, pas de route, marche. 20 pas de distance quand même. Nicht so traurig. Wiederholt es noch einmal. 1, 2, los! C'est ainsi que dans le sillage protecteur de la Wehrmacht, nous passons en vue des cuisines du camp. C'est l'heure de la soupe. Dans la buée des gamelles de carottes, nous apercevons les copains lointains, vaporeux déjà. Et maintenant, c'est le portail du camp, son drapeau gamé, sa poterne, ses factionnaires et ses hallebardiers. C'est la deuxième fois que je passe là, devant le corps de garde en casquette. On s'en lasse pas. La dernière fois, il faisait nuit. 2 jours, c'est encore mieux. Et en cortège, avec la chorale du village. Non, c'est féerique. La dernière fois, nous étions 3 aussi. 3 papillons miteux et frétillants. Faut-il absolument que l'un des 3 se fasse épingler? Nous sommes sortis du métro à la station West End. Je connais mal le quartier, mais grâce aux indications de Comet, nous avons trouvé sans peine le cimetière de Charlottenburg et sa petite cabane de jardinier en retrait du coin de rue derrière la palissade. Le bon Comet devait nous guetter, la porte s'est ouverte au moment où nous approchions. Oh, ça c'est beau, franchement, j'y croyais pas. On commençait à se faire des cheveux. Pas de pétard là-bas? Oh non, des pépins, quoi. Des incidents. Mais du pot, faut être juste. Figure-toi, mon cher adjudant, qu'une fanfare est venue nous chercher à la sortie des Barbelés pour nous conduire au métro. Alors tu comprends, on voulait pas les contrarier. De quoi? Bon, vous allez nous raconter ça. Mais d'abord, Oui, bien sûr, ça va de soi et c'était prévu pour donner tout apaisement à nos hôtes. Nous quittons nos vêtements pour apparaître en kaki. Les faux civils deviennent faux prisonniers. On ne sait plus à qui se fier, je vous dis. là, c'est parfait. Vous comprenez, on sait jamais. Un inspecteur peut venir. Un gardien, un voisin même. Comme ça, s'ils sont pas trop curieux, vous passerez dans le lot. Ils font la connaissance des 3 nouveaux du commando des morts. Le petit renfort saisonnier, quoi. Pour biner les jardinets. Bon, allez, maintenant, allez-y. On vous a préparé un petit casse-croûte. Nous nous jetons dessus, et la bouche pleine, nous racontons notre exploit, tout chaud, tout fumant. Ça rappellerait certains retours de patrouille épineuse, l'exquise détente après la pétarade, l'euphorie des commentaires où le moindre faux pas fait carrière de légende. Enfin, nous n'en finissons pas d'échanger civilité, congratulations et même cigarettes. Malheureux qu'on puisse pas arroser ça quand même. Mais le bon Comet, qui ne perd pas de vue le côté sérieux de la situation, envoie ses compagnons au travail et nous donne ses instructions.
Question vive, j'ai mis là votre petite réserve, dans le coin, là, sous les pelles et sous les pioches. Pour coucher, vous voyez, ça sera par terre. C'est de la terre, d'ailleurs. Un peu mouillé parce qu'il pleut dans la cabane. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien entendu qu'à part aujourd'hui, vous ne restez ici que la nuit. D'accord, on déloge à l'aube, ça t'en fait pas. Avant même. Et faites gaffe. Le coin est pas trop fréquenté, mais quand même, oublie pas que vous êtes forcé de sauter la palissade. J'ai pas de clé pour vous. Celle de la cabane, je te dirai où je la mets. Bon. Et la flotte? Tous les soirs, on vous laissera un arrosoir plein. Bien entendu, pas de lumière. Ah, autre chose. Dans le tiroir, j'ai mis de quoi écrire, si vous avez quelque chose à nous faire savoir. Et même si vous n'avez rien de spécial à dire. Tu mettras rien à signaler. R-A-S. Bien, mon adjudant. Et pour les besoins? La nuit, il n'y a pas de besoin. Bien, mon adjudant. T'es un pote. Oublie pas que les copains de la discipline te refileront peut-être un peu de ravitaillement pour nous, hein. Je le mettrai là, sous les pelles. Et si vous trouvez une belle combine, une caisse de passeport en blanc ou un petit fourgon facile à se faire plomber jusqu'à Paris, faudra pas oublier l'adjudant, hein. Allez, adieu les gars. En principe, on doit plus se revoir. Une fois seul, porte fermée à clé, fenêtre voilée, nous tenons conseil. Grâce à ce refuge, d'immenses possibilités s'offrent à nous. Très vagues encore, mais immenses. Une planque à Berlin, une chambre en ville, le rêve de tous les évadés. Désormais rassurés sur la quiétude de nos nuits, nous allons pouvoir prospecter à loisir les cheminements et les issues, flairer les vents, les pistes et contrôler les tuyaux. Eh ben, moi, pour commencer, je propose de chercher le gars qu'on m'a parlé, vous savez, Polo. Polo. Tiens, quel est ce gentleman? Un travailleur civil, mais un bon mec qui paraît, tout ce qu'il y a de régulier. Il a déjà fait rentrer deux gars en France avec des faux papiers. Je crois qu'il est bien placé pour... Bon, alors demain matin, on va tâter Polo, d'accord. Mais dites-moi, ce Polo, pour le trouver, il faudrait peut-être savoir son nom. Ah, bah, c'est Polo, c'est Polo, j'en sais pas plus long. C'est un peu court. Et c'est déjà beau. Polo habitait un camp civil à Ransdorf, dans la grande banlieue, un hôtel désaffecté où s'entassaient quelques centaines de travailleurs et travailleuses répartis en petites chambres à 6 ou 8 couchettes. L'accès du lieu était plus ou moins contrôlé, il fallait se méfier, des surveillants d'abord, des locataires aussi bien ombrageux ou malveillants, qui pouvaient attirer des ennuis. Entre le prisonnier de guerre et le travailleur civil, les relations étaient rares et mal définies. On n'avait pas le temps ni les moyens d'éclaircir certaines choses. On se tâtait. Mais à voir certains gars comme Polo, justement, on ne se tracasse plus. Bonne tête ronde, épanouie, vieux gamin batailleur à face épatée, la bonne race qui taille gaiement son chemin dans le cirage. Nous l'avons déniché sans trop de peine, ce Polo, et du haut de son plumard d'émigrant, il nous accueille avec une désinvolture royale. Tout ce qui est ici est à vous, les enfants. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Autant dire rien. Mais une bonne nuit au chaud, de temps en temps, ça fera pas de mal. Pas tous les trois ensemble, bien sûr, faut être un peu prudent quand même. Pour le reste, ça ira tout seul. Oh, dis donc, mais t'as des Gauloises. Ah, c'est une affaire. Merci, t'es un pote. Bon, on va se faire un petit café des familles. Orge pure et gland de cochon, de quoi endormir un mort. Et votre affaire, pas de problème. Tout seul, dans un fauteuil. Moi, je vous le dis, comptez sur Polo. Ou bien je vous file des papiers, ou bien je vous emmène avec moi en perme. Ou encore, attends voir. Je suis sur un coup avec une dactylo polonaise. Minute, on va vous chauffer ça. Tout était beau, facile, enfance de l'art et dans la poche, et nous ne demandions qu'à le croire. On ne se lassait pas de l'écouter, le bon Polo qui s'enthousiasmait pour de fumeuses combinaisons de passeports à vendre, de tampons à faucher, de permissions à truquer, d'infirmières à séduire, tout cela emmêlé de locutions stimulantes et noyé dans un optimisme torrentueux. Et bien sûr, nous avons quitté Polo sans l'ombre d'un espoir sérieux. À peine tourné le coin, une bouffée de mélancolie succède à la vague d'euphorie. De bon cœur, néanmoins, nous approuvons la conclusion de Biron. Oh, c'est tout de même un bon gars, quoi, faut être juste. Sa conversation est agréable. Faut quand même pas laisser tomber, c'est peut-être pas entièrement du bidon. Après tout, qu'importe. Nous ne sommes pas pressés. Quand on loge au cimetière, on ne lésine pas sur le temps. Et là, plus qu'ailleurs, la méditation est efficace pour qui cherche les voies de la liberté. C'est bien le diable si nous ne mettons pas un jour le doigt sur une fissure, le nez dans un courant d'air ou le pied sur un gué. Ainsi commença, entre la nécropole et le métropolitain, notre petite vie de clochard berlinois, fureteur en tapinois, du grand passage vers l'ouest.
Oui, c'est ainsi qu'a commencé notre petite vie de clochard berlinois. Je dis petite vie parce que la grosse berline en guerre est un séjour peu propice à la cloche digne de ce nom. Les bancs sont rares et on a guère envie de s'y asseoir. Les quais n'incitent pas à la sieste et les bistrots sont présumés mouchards. La foule enfin, toujours pressée, le camelot absent, le trottoir désespérément plat. Les coins sans espoir. Tourner le coin est insignifiant et tourner l'autre coin n'apporte aucune surprise. Pourtant, pendant 5 semaines, les Berlinois attentifs ont pu tout de même courir la petite chance d'apercevoir en tournant le coin 3 silhouettes rares. Séparément, elles n'eussent été que bizarres, mais le trio suggérait le parti pris. Une idée de cortège déambulait sur le trottoir. Nous n'étions pas accoutrés des mêmes oripeaux, mais il y avait entre nos hardes une espèce de fraternité ostentatoire. Ma propre silhouette, pour une fois, n'avait rien de particulièrement ridicule. Pantalon bleu à pont, bien soutenu et comme gonflé par le froc militaire qu'il rembourrait par-dedans, courte veste noire, étroitement boutonnée sur un avantageux matelas de sous-vêtements invisibles, casquette excessivement faubourienne. J'ajoute qu'à l'extrémité de mes poignets nus sortant des manches trop courtes, se balançaient 2 moufles en peau de mouton. Lustrées, recousues, rapiécées, elles inspiraient le respect, comme des gants de boxe ayant beaucoup servi. Enfin, il y avait la corde. La corde jetée sur l'épaule. C'était une corde de fossoyeur, longue, souple, un peu usée. Je l'avais trouvée parmi les accessoires de notre cabane et m'en servais parfois comme d'alibi pour mieux accréditer ma silhouette au sein d'une population laborieuse. Notez bien que cette corde n'affichait pas son origine et que, pendue à mon épaule, elle suggérait aussi bien la corde à palan, la corde à hisser le mortier ou descendre les fûts de bière, corde enfin pour tous travaux en ville. On ne demande pas ses papiers à un porteur de corde, la chose est connue. On ne pense même pas que la corde est l'instrument béni des évasions classiques. À ma droite, le chevalier de Kerfaou portait une veste toute pareille à la mienne, sauf qu'elle flottait un peu, moins pourtant que le pantalon bleu qui balayait le trottoir. Un somptueux chandail à col roulé présentait comme une corolle sa belle tête de breton boucanier. Un coup de peau personnel lui permit de troquer assez vite sa méchante casquette contre une casquette de contremaître qui, sur une pareille tête, suggérait immédiatement la casquette du navigateur. Ajoutez à cela des mains étroitement gantées de cuir Havane. Cette coquetterie au début m'inquiéta. Dis donc, je voudrais pas te faire de peine, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans ta tenue. Tu devrais ôter les gants. Ça fait un peu orthopédique. C'est vrai, on dirait que t'as des mains en acajou. Je te jure, ça complique ton corps. Si j'ôte mes gants, les gens vont voir ma chevalière. Ça compliquerait aussi mon cas. Je n'ai pas une tenue à justifier leur massif. C'est simple, enlève tout. Là-bas, il y a les gants. Et qu'est-ce que tu veux que j'enlève encore? Ma particule, ma date de naissance, le nom de mes aïeux, mes préjugés et mon tour de poitrine? Je ne détaille pas mon évasion. J'emmène le paquet. Par concession, toutefois, il s'efforça de garder ses mains dans les poches. À ma gauche, cependant, trottait le petit Biron, perdu dans ses loques. Pantalon à raies, 3 fois roulé sur ses chaussures pointues, bossué aux genoux et consolidé du fond par une pièce de tissu chiné. Veste ample, décolletée sur un chandail vieux vert, casquette sombre, abritant les oreilles jusqu'au lobe. De nous 3, il était, suivant l'heure, le plus marrant ou le plus minable ou le plus louche. Mais que nous faisions donc un beau trio. Et que de kilomètres n'avons-nous pas bouffé en cet équipage, faraud ou prostré, toujours à l'unisson, ventre vide ou cervelle pimpante, sifflant sur la bonne piste ou crotté en vaine vadrouille. Et les nuits secrètes au fond du cimetière où nous tenions conseil dans la cabane du fossoyeur. Un soir, ayant sauté comme d'habitude la palissade, nous ne trouvons pas la clé de la cabane à la place convenue. Comet, au moment de partir, a dû avoir un contretemps, la présence d'un inspecteur ou autre fâcheux, et sans nous inquiéter, nous nous résignons à passer la nuit dehors, dans le haut du cimetière, sous un appentis délabré parmi les débris de couronnes, croix, urnes et chrysanthèmes pourrissants. Un bric-à-brac funèbre où nous prenons place avec 1000 précautions inspirées par le respect des morts, bien sûr, mais par la prudence aussi bien. Il fait froid. Biron, par chance, détient encore dans sa sacoche un trognon de saucisson et une boîte de pâté. La nuit sera dure et longue, il faut calmer un peu l'estomac. Biron ouvre la boîte et nous entamons le pique-nique devant un parterre de tombes sur qui tombe un clair de lune glacé.
Biron, d'un geste un peu cavalier, projette la petite boîte de pâté vide. Chut. Pense un peu où tu es, voyons. Non, il n'y a pas de bobo, c'est des amis. Comme qui dirait des taulards. Ah, délibéré, tu veux dire? Ah, tu demandes pas leur avis. Des évadés, oui. Tiens, pas près de se faire repiquer, eux. Saint-Augustin disait que... Oui. Passe-moi le sauciflard et complique pas l'ambiance, tu veux. Faut dire ce qui est, c'est pas marrant. Mais c'est une bonne planque. Une bonne planque in aeternum. Et le caveau de famille. 2 tonnes de marbre sur le ventre. Vive la classe! Allons, t'excite pas, mon petit Kerfaou, du sang-froid. Tu parles. Pour refroidir, on est bien placé. Et te laisse pas bluffer par le paysage. Tu hein. permets? Non, mais tu permets que je réfléchisse 1 minute sur la vanité des entreprises humaines. Méfie-toi, on dit 1 minute et on se laisse glisser jusqu'à la Saint-Troduc. Tais-toi. 20 générations de Berlinois se compromettent pour favoriser nos destins. C'est pas le moment de blasphémer. Alors, on essaie de faire un petit somme? Allez. On fait le paddock dans les chrysanthèmes fanés, ça doit pas être mal. C'est même un coup à s'endormir à perpétuité. À propos, quel programme pour demain? Toujours les explorations de voies de garage, la patrouille dans les tuyaux crevés, la course aux tangentes et la chasse aux intermédiaires complices. À l'exception de Polo, chez qui nous allons à tour de rôle dormir au chaud, nous avons estimé que la prospection des camps de travailleurs civils ne payait pas les dangers de leur fréquentation. Une dernière tentative a été faite ce soir qui a frisé la catastrophe. Depuis plusieurs jours, nous avions renoncé à ces promenades en groupe qui tiraient un peu trop l'œil des bourgeois, et Kerfaou étant parti, je ne sais plus en quelle mission, nous sommes allés, nous deux Biron, assez loin du côté de Spendau, à la recherche d'un certain civil nommé Bouffolet Victor, qui, paraît-il, connaît des choses à propos de wagons plombés. Sur le soir, à 500 mètres du tramway, nous arrivons en vue du camp immense, perdu dans la verdure au fond d'une avenue, entrée de château, largement ouverte, ni grille ni barrière apparente, et en fin de journée, comme ça, la méfiance a des faiblesses. Wohin gehen Sie? Haben Sie einen Ausweis? Ohne Ausweis können Sie nicht rein. Le sens littéral de ce discours nous échappe, mais gros à parier que ce domestique en livrée nous prend pour des vagabonds sans aveu. Mitkommen. Voir le chef. Oui, il n'y a plus à se le dissimuler, nous sommes en plein malentendu. C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur. Musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, R.J. Chauffard Kerfaou, Paul Barré Biron, Fred Fischer le gardien. Réalisation Albert Riera. Ces épisodes, 34e, 35e et 36e, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 20, 21 et 22 novembre 1958. À suivre, et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Le roman de Jacques Perret a été publié chez Gallimard. À suivre.